Merci Marie. Merci Marie. Je voudrais juste, Albert Herskovitch, donc je suis médecin à la Direction générale de la santé, conseiller médical du bureau des pratiques addictives, et je parle en compagnie de Ezra Daniel, qui est présent depuis le début des journées de l'AFR et qui est plus spécifiquement en charge de la réduction des risques. Je voudrais juste ajouter quelques mots suite à l'étude INVS que je n'ai pas entendue ce matin puisque j'arrive à peine, mais que j'ai déjà entendu à plusieurs reprises et que j'ai déjà discuté évidemment, puisque c'est une étude que la DGS a demandé, commandité et financée et qui nous a fourni des renseignements tout à fait intéressants sur les trousses actuelles et sur les nouveaux outils qu'il faudrait ou qu'il faudra installés dans ces trousses. Je voudrais rappeler un point qui est en général peu connu, c'est que le ministère de la Santé verse une subvention aux laboratoires qui fabriquent les Steribox pour chaque Steribox afin de maintenir un prix qui soit abordable. Donc on est directement concerné au plan de la santé publique et je dirais aussi au plan très pratique. Donc quel est le rôle des pouvoirs publics dans tout cela? C'est de s'assurer que les outils les plus fiables et les plus utiles aux usagers soient disponibles. Évidemment, c'est tout le sens de la réduction des risques qui doit évoluer en fonction des pratiques pour éliminer les contaminations infectieuses, mais aussi les autres dommages liés à l'injection, ainsi qu'aux autres modes de consommation. Il n'y a pas que l'injection dans la vie. Je vous rappelle que ces derniers temps, on a pu valider ainsi le kit crack qui apporte quand même, après des années de difficultés dans ce domaine, qui apporte une solution au moins partielle aux différents problèmes qui pouvaient se poser. Pour en revenir à l'injection et au kit, depuis longtemps, il y a une réflexion à la DGS sur l'amélioration des kits, comme il est tout à fait normal, puisque les kits actuels qui sont sur le marché, oui, les kits actuels qui sont sur le marché n'ont pas beaucoup évolué ces dernières années. Toujours est-il que en mai dernier, la DGS a créé un groupe de travail qui s'appelle T2RA, un nom un peu barbare, qui veut dire traitement et réduction des risques en addictologie, qui a pris la suite d'un groupe qui travaillait sur les TSO, mais qui s'est élargi aussi à la question de la réduction des risques, en fixant un mandat, un programme de travail. Il y a plusieurs, il y a Marie Debru en fait partie, ainsi que d'autres qui sont dans la salle. Et un des thèmes prioritaires de ce groupe de travail, qui est sous la présidence de William Loewenstein, est de la modification des trousses de prévention. Et d'ailleurs, lors de la séance inaugurale de ce groupe, le 12 mai dernier, Marie-Geoffrey Roustide a pu présenter son étude. Suite à cette présentation, le rapport, on l'avait depuis un certain temps, mais on l'a partagé avec tout le monde, à partir des préconisations sur les modifications à apporter, les outils qui ne sont plus utiles, ou en tout cas qu'il faut modifier, les nouveaux outils qu'il faut. On a travaillé de manière assez intense dans ce groupe et on est parvenu à des conclusions collectives qui aboutissent à proposer une trousse expérimentale, à proposer au directeur général de la santé, bien entendu, puisque c'est lui qui est responsable de la mise en œuvre de la politique de réduction des risques dans le pays depuis la loi de 2004. Et les points clés de cette proposition qu'on a fait au directeur, que le groupe a fait au directeur général de la santé, c'est d'une part d'améliorer les composants tels qu'ils peuvent exister dans le kit actuel. Bon, on connaît les problèmes autour des tampons, de la taille des tampons et de leur composition, notamment du tampon alcoolisé. L'ajout de nouveaux matériels lié à l'évolution des connaissances et des pratiques, le fait d'officialiser l'existence d'une trousse avec une seringue à 2 cc pour prendre en compte la demande qui existe déjà depuis plusieurs années et qu'on met en œuvre, mais en tout cas une trousse officiellement à 2 cc pour l'injection de médicaments, et un focus sur la question de la filtration. Je ne vais pas rentrer ici dans les détails techniques qui seront abordés à d'autres moments, mais en tout cas une amélioration de la question de la filtration, là aussi prenant en compte les nouvelles
les nouveaux problèmes qui sont apparus ces dernières années. À partir de ce travail technique du groupe T2RA, une proposition a été soumise et sur le bureau du DGS, qui est actuellement un peu occupé par d'autres urgences, comme vous le savez, notamment autour d'Ebola, mais néanmoins, c'est quelque chose qu'on a déjà discuté avec lui. Si cette proposition, comme nous l'espérons, est validée, et qui donne son accord à l'expérimentation de ce modèle expérimental de trousse, eh bien, cette trousse sera expérimentée et on fixera des modalités pour évaluer l'acceptabilité et le fait que ça puisse fonctionner correctement. Si tout cela, ce que nous espérons, marche correctement, fonctionne, la DGS se donnera ensuite les moyens de mettre en œuvre, de diffuser la trousse, les nouvelles trousses qui s'appuieront sur les résultats de l'étude de l'INVS et sur toute l'expérience qui nous remonte par les ARS du terrain ainsi que par nos différents partenaires. Voilà, je tenais à faire cette mise au point pour expliquer dans quel cadre on travaille actuellement et quelles sont les échéances des mois à venir. Merci beaucoup Albert pour ces précisions effectivement importantes, et c'est vrai qu'on le voit du coup dans les présentations, et moi effectivement je fais partie du groupe de la DGS. J'ai aussi pu échanger avec Apoticom sur le terrain même en fait, pour essayer éventuellement de nouveaux outils dans le cadre du programme Early de Médecins du Monde. Mais c'est vrai qu'on voit bien que le point central, enfin je pense qu'il y a des choses sur lesquelles on est assez d'accord, comme on l'a précisé, sur l'amélioration de l'hygiène, la compression post-injection, et les usagers quand ils comprennent ça, il y a une vraie différence. L'utilisation de l'alcool à mauvais escient, enfin des choses comme ça. Mais ça, c'est assez unanime. Et la question la plus difficile à traiter, c'est qu'effectivement la filtration. Et comme tu l'as dit tout à l'heure, on peut imaginer un outil éventuellement parfait, mais après, c'est la question, vont-ils l'utiliser ? Et ce qui va être intéressant, c'est éventuellement de discuter avec vous de ce que vous voyez ou des discussions que vous avez avec les usagers. Dans le programme Early à Médecins du Monde, nous, ce qu'on voit, c'est qu'on essaye de proposer le stérifiltre, la toupie ou autre. Et le problème, c'est que voilà, pour des raisons de rapidité, pour des raisons de commodité, très facile, et ce qu'ils préfèrent le plus, c'est la clope, quoi. Et des fois même, on en sourit avec les usagers, ils prennent un bout de clope, et c'est quasiment, s'ils font pas de filtration, des fois l'aiguille traverse le bout de coton et filtre même pas. Mais voilà, après c'est aussi une question de représentation, et c'est ça qui va être le plus difficile. Et c'est vrai que cette question de la double filtration est une proposition que nous on fait aux usagers, qui a été au départ, moi c'était des acteurs de l'association Aide qui m'avaient émis cette proposition en fait, issue d'usagers qui avaient testé. Et c'est ce qui marche pas mal en fait pour faire accepter un outil de filtration plus efficace. Mais après voilà, après c'est la question des cotons, de leur réutilisation, de cette impression d'avoir quand même le produit actif. Donc voilà, après j'aimerais partager, je sais qu'on a mis du temps à adresser tout cela, mais c'est effectivement assez compliqué. Voilà, j'aimerais vous passer la parole pour avoir vos impressions, vos questions, vos remarques. N'oubliez pas de bien parler dans le micro et de vous présenter, parce qu'on ne vous connaît pas tous. Donc Thomas du Carut du Tarn. Moi j'aurais deux inquiétudes par rapport au nouveau kit. D'une part, c'est la Lingecta à la chlorhexidine. Moi je l'ai testé dans le Carut en pensant virer les tampons alcool. En fait, aujourd'hui je suis à 50-50 et j'ai pas pu les virer parce qu'il y en a plein qui sont revenus à l'alcool parce qu'ils avaient des allergies avec la chlorhexidine. Donc voilà, je sais pas si d'autres l'ont remarqué. Donc il y a ce point-là. Et après, par rapport au filtre, nous on a 50% en fait de la distribution qui se fait par les pharmacies, donc sans contact avec des professionnels pour expliquer. Est-ce que l'explication sera assez claire pour que ceux qui n'ont pas de contact avec, pour expliquer comment fonctionne un filtre, pourront se saisir en fait du filtre toupie et pouvoir voilà. Un mot juste sur je ne vais pas rentrer dans les détails techniques, mais sur les explications. Je crois que tout le monde est bien conscient, en tout cas nous à la DGS, on est vraiment tout à fait conscient qu'il y a un énorme effort d'explication nécessaire par tous les moyens. D'abord par je dirais, en face à face, bien sûr, conseils personnalisés, y compris par les pharmaciens d'ailleurs, y compris par les pharmaciens d'officine qui doivent être, s'ils participent à un programme, un minimum, je ne dis pas qu'ils doivent être, mais qui devraient pouvoir dire quelques éléments, par des moyens audiovisuels modernes, petits films, vidéos, etc., par le texte
qui figurent dans les kits. Enfin, je crois que tout le monde est parfaitement conscient que le matériel est une chose et toute la campagne d'explication, l'approfondissement du dialogue, les ateliers, enfin tout ce que vous connaissez très bien, les ateliers autour du matériel, comment on utilise, le conseil personnalisé qui rentre dans l'émission, qui est une des missions clés des CARUD, et que tous les acteurs qui ont affaire avec la réduction des risques connaissent parfaitement le matériel, ses problèmes, etc., et soient capables de délivrer une parole. Oui, tout à fait, c'est la question de la formation. Alors avant de passer la parole à Putkam, j'aimerais apporter quelques éléments de réflexion. Il faut voir sur les lingettes, est-ce que c'est la chlorhexidine qui est à l'origine de l'allergie, parce que les lingettes à la chlorhexidine comportent beaucoup d'autres composants. Et c'est vrai qu'on dit lingette à la chlorhexidine, mais c'est pas forcément ça qui crée l'allergie. Donc il faudrait voir, il y a différents types de lingettes à la chlorhexidine qui existent sur le marché. D'autre part, il y a le tampon d'alcool qui effectivement était un tampon et non pas une lingette. Et ce qui est important, c'est de pouvoir se laver les mains. Et ça, là, c'est en tant que pharmacien, parce que je suis pharmacien de formation, on ne désinfecte que quelque chose qui est propre. C'est-à-dire que si c'est la question de l'action détergente. Et le problème, c'est qu'effectivement, après, l'important, c'est d'avoir déjà une lingette qui puisse nettoyer, avoir vraiment l'effet de j'enlève la cochonnerie, en fait. Et après, j'ai l'action désinfectante qui peut être faite soit avec l'alcool à 70, soit avec de la chlorhexidine. Et là, effectivement, c'est des propriétés anti-désinfectantes différentes. Et l'inconvénient de l'alcool, et ça, c'est une réalité, c'est que ça dessèche et c'est assez agressif. Donc après, voilà, mais il ne faut pas se tromper, en tout cas, et faire attention aux raccourcis en disant, bah, ça y est, je suis allergique à la chlorhexidine, il faut voir et il faut étudier. Et voilà, l'alcool a cet inconvénient-là. Par contre, c'est un avantage, et que moi, j'utilise beaucoup sur le programme Early avec les acteurs, c'est que l'alcool, ça fait dilater les veines et ça fait ressortir les veines. Donc, ce que ne fait pas la chlorhexidine. Donc voilà. Mais après, il va falloir se dire, et après, je vous passe la parole, que ce qui est important, c'est de discuter sur un kit qui permette un minimum aux usagers qui veulent s'injecter. Et après, il y a tout le vrac. Et on ne pourra jamais avoir un kit qui contient un outil qui convienne à tout le monde. Donc il faut trouver un juste milieu pour ce kit-là, parce que ça sera ce qu'il y a de plus facile dans les pharmacies, dans les distributeurs. Et après, il y aura tout le travail du vrac qui permettra de décliner en fonction des besoins plus variés. Elia, tu voulais prendre la parole ? Oui, c'est une question à M. Herzgovitch. Si j'ai bien compris, il y a une commission qui se réunit à la DGS. Laisse-le poser la question. Non, j'ai compris qu'il y avait un focus sur la filtration. C'est ça dans cette commission. Et non, ma question c'était, ne pourrait-il pas être bénéfique pour la réflexion et pour enrichir la réflexion de la commission, de nous inviter pour que nous présentions nos travaux, des travaux qui datent maintenant de plus de 15 ans et qui se sont poursuivis. Donc voilà, c'est une proposition que je fais ici. Alors je pense que la DGS a entendu et je pense qu'elle y répondra à un autre moment. Lénocu, vas-y. Oui, moi j'avais juste une question sur la lingette chlorhexidine. Est-ce que vous pensez éventuellement mettre 2 outils? Parce que moi je ne connais pas très bien les grandes lingettes, mais est-ce que ça suffira si on se lave les mains avec ça, qui sont très très sales? Est-ce qu'on risque pas, si on fait la désinfection du site d'injection après, de justement amener les bactéries ailleurs? Parce qu'avec les tampons alcool, on lit quand même partout dans la littérature, notamment grise, qu'il faut éviter d'avoir des très grands tampons et de se laver tout le bras. Et voilà, du coup, on déplace plus qu'on nettoie. Est-ce qu'il n'y a pas une possibilité de mettre en place une grande lingette pour les mains et un petit tampon, alcool ou chlorhexidine, du coup, n'importe, pour le site d'injection? Alors moi je ne sais pas, Marie, tu veux intervenir là-dessus? C'est vrai qu'après c'est le problème aussi du coup faut trouver un juste milieu. Non, mais sur la question de la lingette, effectivement, comme sur tous les autres outils, le problème, ça peut être aussi la réutilisation. Non, la lingette a été choisie parce que, on l'a évoqué d'ailleurs toutes les deux tout à l'heure, l'étape vraiment de lavage des mains avant l'injection est vraiment un élément indispensable pour éviter la survenue d'un certain nombre d'infections. Et donc la lingette permet effectivement cette étape-là. Alors l'idéal, bien sûr, c'est de se laver les mains avec du savon, mais ce qu'on sait, c'est que pour la grande majorité des usagers, c'est pas possible au moment où ils réalisent leur injection. Et donc c'est pour ça que la chlorhexidine avait été choisie. Après, la question du nombre
de lingettes qui seront dans le kit. Donc ça à voir effectivement aussi en fonction du coût total de l'outil, mais ça c'est plutôt côté DGS, de voir effectivement jusqu'à quel coût on peut aller pour avoir un champ de soins qui semble effectivement un élément important. Alors, bon, a priori, nous, en tout cas, ce qu'on préconisait, c'était d'enlever le préservatif et de pouvoir le distribuer en vrac, ce qui permet effectivement un certain nombre d'économies, mais ça suffit pas pour... voilà. Donc, il faut trouver le rapport entre le coût et l'efficacité. Sachant qu'avant de donner la parole à Thomas Neufau, c'est que tous les usagers ne sont pas non plus à la rue avec des mains méga crades. Enfin, ça fait partie d'une partie des usagers, ce n'est pas que ça, et que pour un certain nombre d'usagers, c'est effectivement suffisant. Donc après, voilà. Je suis d'accord avec toi, tous les usagers ne vivent pas à la rue, mais par contre, un tiers des usagers ont réalisé leur dernière injection dans la rue. Ah, c'est vrai. Non, c'est la question. Tu as tout à fait raison. Mais après, ce que je voulais dire, c'est en termes de mains sales, il y a quand même des usagers qui, même s'ils ils consomment dans la rue, ont quand même des mains plus ou moins sales. Bon, après, voilà. Après, c'est tout le travail qu'on a à faire, parce que quand un usager, je lui dis, lave-toi les mains, il dit, j'ai pris ma douche ce matin, c'est effectivement un autre problème qu'il faut travailler. Thomas, présente-toi. Thomas Neufau, pour Safe. C'était juste une réponse rapide sur les lingettes. En fait, il était prévu 2 lingettes au départ. Donc une pour utiliser en pré-injection et une en post-injection. Et donc celle en pré-injection aussi pour se laver les mains. Après, comme Marie l'a dit, ça a un coût, donc ça va être réfléchi. Mais à la base, il était prévu 2 lingettes. Je ne savais pas non plus. Est-ce que d'autres personnes veulent réagir, poser des questions? On a encore 5 bonnes minutes. Après, malheureusement, il faudra clôturer. Oui. Ah, d'accord, voilà. Une dernière intervention, parce que je l'ai accordé, donc... Voilà, je suis Julien Fanelli, responsable de projet à l'SBL Transit à Bruxelles. Je voulais juste avoir une petite précision en fait, sur la préfiltration dont vous parlez. Est-ce que ça consiste simplement à utiliser 2 fois le filtre ou est-ce que c'est encore autre chose? Et auquel cas, de quoi s'agit-il? Alors en fait, c'est très simple, c'est d'utiliser le coton du stérifil, ce qui est le mieux. Ou des fois au moins la cigarette, mais le coton de cigarette, mais au moins le coton dans le stéricup parce qu'effectivement il est stérile, et de déposer soit la toupie dessus, soit le stérifiltre, et du coup ça fait une préfiltration un peu grossière, ou en tout cas, excuse-moi Léneke, petite précision. Non, probablement ça suffira effectivement de mettre soit le coton du Stéricup en dessous. Donc en tout cas, ça aide au niveau de la filtration des particules. Ça c'est sûr, ça va beaucoup plus vite. Les gens, ils acceptent les filtres comme le toupie ou le stérifiltre beaucoup plus facilement quand on fait les préfiltrations coton. Donc, mais là, on parle plutôt des particules. Quand on parle des bactéries, le seul étude, il parlait vraiment de 2 membranes. Donc, les 2 membranes étaient à 100% efficaces et les autres étaient moins efficaces. Donc, je pense que là, il faut vraiment tester avec les outils qu'on a disponibles ici parce que les membranes utilisées là, ce n'est pas les mêmes, les cotons ne sont pas les mêmes, etc. Je pense qu'il faut vraiment aller au labo pour en être à 100% sûr au niveau de l'élimination bactérienne. Oui, alors que moi, je parlais d'une pratique qui actuellement se fait du terrain. Donc, mais c'est effectivement important de le différencier. Et c'est là la difficulté qu'on peut avoir en réfléchissant d'un point de vue théorique et de après passer à la réalité de la rue, de la vie. Effectivement, d'avoir un outil qui soit facilement manipulable, qui filtre bien, que les usagers comprennent. Enfin, voilà. Alors, malheureusement, on va conclure. J'espère que ça vous a intéressé. Il y a encore plein de questions soulevées. On pourrait discuter encore très longtemps de ces questions-là. J'espère qu'on aura d'autres occasions. Et en tout cas, je vous remercie beaucoup. Et nous aurons bientôt ensuite la plénière. Merci.